Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Benacaps est là pour recevoir des personnalités religieuses, des personnalités artistiques, économiques et tout a pour but de promouvoir toutes ces personnes. Et aujourd'hui, Benacaps reçoit pour vous Jean-Louis Tchibalanga. Bonjour. Oui, bonjour, Tchimbalanga. Comment vous allez? Je vais très bien, Maman Bena. Oui. C'est une joie de vous recevoir aujourd'hui. Benacaps est tout à fait contente que vous ayez répondu à l'invitation. Et aujourd'hui, nous avons parlé de votre parcours. Nous avons remarqué que vous avez écrit des livres sur Tshisekedi. Et nous voulons savoir d'abord votre parcours. Qui est Jean-Louis Tchimbalanga? Jean-Louis Tchimbalanga est un fils d'un militaire. Mon père a servi sous le drapeau en tant que militaire et il a quitté l'armée en tant qu'officier de l'armée de l'air. Donc c'était un ancien pilote de la FASA, un de ces jeunes-là que le président Mobutu avait quand même lancé dans l'aviation. Donc voilà, je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants. Et bien voilà, c'est grâce justement aux études que mon père s'est permis de pouvoir payer pour moi, que je me dis aujourd'hui j'ai le devoir de pouvoir m'impliquer aussi au développement de mon pays. Et pour cela, donc j'avais vu qu'il y avait des failles et à côté de mes amis, donc aux côtés des compatriotes, nous œuvrons pour pouvoir restaurer les institutions de la République. Et d'où vous est venue cette envie, cette motivation d'être activiste et de pouvoir parler, défendre les causes dans votre pays, au Congo? Je pense qu'à un moment, lorsqu'on a voyagé partout au monde, je pense que lorsqu'on a quand même voyagé dans certains pays développés, un pays où on voit quand même que la démocratie marche, et on doit se poser la question pourquoi ça ne peut pas marcher chez nous. Moi, j'avais 10 camions. J'ai, comment dirais-je, parcouru le Congo profond. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en dehors de Chiluba, de Swahili, de Kikongo, de Lingala, je parle un peu les Kimbunda. Donc vous êtes bien intégré, quoi? C'est une intégration, je peux appeler ça comme ça, parce que d'ailleurs, là-dessus, on aura l'occasion de parler sur des activités que j'ai dû faire dans le cadre de l'intégration des Congolais entre eux. Donc les Bambunda peuvent se dire que je suis un de leurs, parce que j'ai circulé partout pour pouvoir acheter les maniocs, acheter les arachides. Donc je suis parti des coins comme de Banga Banga, des coins comme de Kipuku, Idiofa. En venant avec Kikwit, je dépassais le pont de Pomongo. Donc j'allais partout, Yassalokwa, tous ces coins-là, ils me connaissent, ou chez mes frères aussi du côté de mes frères de Bayaka, du côté de Popokabaka, j'achetais les haricots. Ah, il y a beaucoup d'haricots chez nous, donc c'est encore un des problèmes dans lequel j'avais écrit sur le livre sur les desserts routiers. Donc voilà, donc, en ayant passé une grande partie de mon temps dans le Congo profond, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de failles. Il y avait beaucoup de failles lorsqu'on parle des Congolais. Il y a des Congolais qui sont vraiment dans la souffrance et qui sont méconnus du vrai public congolais. Et quelle est votre démarche en tant qu'activiste pour le Congo? C'est lutter aux côtés de mes compatriotes pour qu'un jour nous puissions voir l'état de droit en République démocratique du Congo. Ok. Mais quelles sont les causes que vous défendez? C'est vrai que vous êtes en train de parler sur le Congo, mais quelles sont les causes, les points concrets que vous défendez? Cette vision, je viens de vous dire, c'est de voir un jour ce pays se doter d'un état de droit et qu'on puisse faire des démocraties, que la démocratie soit réellement visible et que toute personne puisse arriver à s'exprimer et que mes frères et sœurs qui se trouvent partout, que ce soit à Féchi, que ce soit à Boudjala, que ce soit à Yakoma, que ce soit à Kitona, que ce soit, je ne sais pas, à Loubefou, que ce soit à Katakokombe, partout, tout le monde puisse bénéficier de ces droits fondamentaux. Or, ça fait plusieurs décennies qu'ils ne le bénéficient pas.
J'aimerais soulever quelques points qui sont un peu dérangeants au Congo aujourd'hui en ce qui concerne l'éducation. Je ne sais pas quel est votre point de vue en ce qui concerne l'éducation aujourd'hui au Congo, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez par ancienne génération, parce que moi je peux me considérer aussi avec certains comme étant d'une génération non, sacrifiée. Parce qu'une grande partie de cette génération qui ont 40, 50 ans, ou même si on peut arriver à 60 ans, ont eu une certaine éducation qui ne les a pas préparés à pouvoir remplacer les autres. Tout simplement parce que ceux qui ont été là ont été ce qu'on appelle selfish. Donc ils ont empêché ou ils n'ont pas pu mettre des structures en place qui permettront à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la relève. Et ça, c'est déjà une carence, une réelle carence. Or, quand on voit aussi parfois certains étudiants qui finissent les études, ils ne sont même pas préparés à la vie active. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir aller dans des entreprises, passer des stages comme il se doit. Et puis, une chose que vous pouvez remarquer, c'est que lorsqu'on a fini les études, on n'a plus de travail à faire. Tout le monde va devenir ce qu'on appelle des chailleurs, donc chercher à tout prix à pouvoir faire un petit commerce ou se déplacer carrément pour venir dans des pays beaucoup plus cléments pour arriver à s'en sortir. Et ça, ce sont des failles réelles. Or, dans notre pays, avec la richesse qui regorge notre pays, nous sommes appelés à pouvoir rentrer dans ce pays pour pouvoir l'aider à développer. Mais on ne peut pas rentrer, développer comme ça lorsque le système qui est en place ne permet pas que chacun puisse s'exprimer. Voilà. Okay. Et nous avons aussi remarqué que vous avez écrit plusieurs ouvrages. Et là, vous avez, le dernier livre que vous avez écrit, vous avez écrit sur Tshisekedi. Et il y avait juste une question que je me posais. Vous avez écrit sur Tshisekedi parce que il est aussi Moulouba, ou bien c'est parce qu'il y a pas mal de hommes politiques au Congo. Mais vous avez choisi de créer ce Tshisekedi, vous aurez pu choisir un autre homme politique que vous aurez dû écrire aussi son histoire. Pourquoi avoir choisi Tshisekedi? Je reviens d'abord à votre question. Ça fait partie des lacunes justement que nous sommes en train de déplorer dans l'ensemble de l'éducation qui est un réel frein à l'épanouissement même des Congolais. Or, je pourrais dire aujourd'hui que le Congo regorge, c'est une pépinière des érudits, mais qui ont eu ce qu'on appelle l'instruction, mais qui ont été un peu empêchés d'avoir l'éducation. Quand vous posez la question, vous n'avez pas écrit sur Étienne Tshisekedi parce qu'il est Moulouba. Non, vous avez écrit sur Étienne Tshisekedi. Par contre, au Congo, il y a d'autres hommes politiques. Vous avez dit parce qu'il est Moulouba. Parce qu'il est Moulouba. Parce que votre nom aussi, Chimalanga, c'est Moulouba aussi. Je reviens justement à dire, voici ces genres de lacunes que nous sommes en train de lutter contre et que ce même personnage que vous venez de citer est en train de lutter contre. C'est quand même pas normal qu'au XXIe siècle, on parle encore en forme de tribus, de régions, pendant que notre pays est en train de sombrer dans un chaos. Si j'ai parlé de cet homme, Maman Béna Ruth, j'aurais bien voulu que vous puissiez lire le livre et après me poser cette question. Alors après, vous allez me présenter parmi des personnes que vous aurez bien voulu que j'écrive, qui m'ont fasciné. Ce monsieur m'a fasciné. Non, c'est la seule personne qui vous a fasciné au Congo. Pour le moment, c'est la seule personne qui m'a fasciné sur l'esprit de la démocratie pour un état de droit. Mais ce n'est pas la seule personne qui voulait la démocratie pour le Congo. Bien sûr, mais c'est la seule personne qui a souffert pour. C'est la seule personne, jusqu'à preuve du contraire, qui a souffert pour. Et là-dedans, je ne fais que relater, parce que je n'ai pas argumenté ou donné des commentaires personnels. Le nombre de fois où il a été arrêté, le nombre de fois où il a été molesté, le nombre de fois où il a été privé de sa famille. Pour une seule chose, que ce pays puisse être doté d'un état de droit de manière à ce que chaque Congolais puisse arriver à bénéficier de ses droits fondamentaux. Donnez-moi l'exemple d'un autre qui l'a fait, pour que je puisse m'investir à écrire, et je le ferai. Ok, d'accord. Écrire sur Tshisekedi, c'était pas un moyen pour vous faire connaître, pour chercher une célébrité, pour être célèbre en fait?
Non, ce n'est pas un moyen pour être célèbre. Je l'ai dit plusieurs fois à mes interventions. En fait, c'est arrivé lorsque je suis parti pour la deuxième fois aux États-Unis pour pouvoir défendre aussi des documents que nous avons sur la sortie des crises en République démocratique du Congo. On avait été reçus au niveau de l'ONU. Je n'étais pas seul, j'étais aussi avec d'autres compatriotes qui ne se font pas voir au niveau des réseaux sociaux. Alors, il y avait une dame à l'ONU, pendant qu'on parlait, on parlait. Donc le nom de Tshisekedi était venu aussi là-dedans. Alors il a pris une petite pause pour nous dire, vous savez que ce monsieur, on écrira des tomes et des tomes sur sa personne. Alors on voulait savoir, ah bon? Oui, tout simplement, ce monsieur est de la trempe de Mandela et de Gandhi. Alors c'est elle qui commençait à développer. Gandhi a fait ce qu'on appelle un combat, il a mené un combat pacifique dans son pays, mais Gandhi a eu à s'exiler quand même plusieurs fois, des fois à Londres, des fois en Afrique du Sud. C'est elle qui racontait, je ne savais même pas l'histoire de Gandhi. Il dit par exemple Mandela, c'est un grand personnage aussi, mais Mandela, à un moment donné dans la vie, il a dû faire recours aux armes. Or ce monsieur, Tshisekedi, n'a jamais fait recours aux armes et ne s'est jamais exilé pour pouvoir faire sa lutte pacifique dans son pays pour un état de droit. Voilà, lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, attends, on parle à des milliers de kilomètres d'une personne qui est de mon pays. Je me suis donné ce devoir-là d'être le premier à pouvoir lancer. Alors, je me dis souvent que même les gens qui sont contre lui, la plupart reconnaissent en lui que c'est un vaillant, une personnalité qui est restée cohérent, sans bouger. Et d'ailleurs, je me rappelle encore des propos très forts qu'il a pu prononcer lors de la conférence nationale. Ça sonne encore dans mes oreilles. Et que la plupart des jeunes de 20 ans, 30 ans qui luttent aussi pour le pays, même 40 ans, ne le savent pas. Ils sont appelés à découvrir. Et ce livre, c'est aussi un moyen de pouvoir laisser aussi ce qu'on appelle des repères aux nôtres, de manière à ce qu'ils savent ce qui ont fait leurs aïeux. Donc je reviens à ces mots. Il a dit ceci: je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal durant mon parcours, mon combat pour la démocratie, pour l'état de droit. Et en plus, il dit, je consacrerai tout le reste de ma vie, jusqu'à ma mort, pour un état de droit en République démocratique. C'est des mots forts. C'est pas des mots anodins. Vous savez, lorsqu'on parcourt comme ça, lorsqu'on essaie de décortiquer, mais ça donne la chair de poule. Et c'est comme ça qu'on voit même à cet âge, il n'a pas changé, il continue à être cohérent. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais lui, il est toujours opposant. Moi, je me pose la question, je dis, mais vous vous opposez à quoi pour savoir à quoi lui s'oppose? Et vous remarquez, ce n'est pas la même opposition. Parce qu'il y a ceux qui s'opposent parce qu'ils veulent aussi remplacer les autres pour continuer aussi à voler comme les autres. Or, lui, il s'oppose en disant que tant que le Congolais, partout où il se trouve, ne bénéficie pas de ses droits fondamentaux, je continuerai à lutter. Alors présente-moi quelqu'un qui a aussi fait la même lutte que lui, qui a aussi souffert comme lui, qui a été molesté comme lui, qui a été séparé de sa famille comme lui, de nombre de fois. Je ne vous parle pas de son état physique, parce que par respect il a subi cela, tout simplement pour une seule chose, je veux mourir pour mon peuple, et le peuple d'abord. Voilà pourquoi ce monsieur m'a fasciné. Je ne suis pas un fanatique, je suis un convaincu de sa lutte. Voilà pourquoi j'ai pris cette initiative personnelle d'être le premier à pouvoir écrire, rendre hommage à une personne tant qu'il est encore en vie. Parce que lorsqu'une personne meurt, il devient bon pour tout le monde. Alors pourquoi ne pas lui rendre hommage pendant qu'il est en vie? Voilà pourquoi je me suis permis de pouvoir écrire. Quel est votre regard sur l'Église aujourd'hui au Congo? Est-ce que l'Église contribue à l'évolution du Congo ou pas? Maman, je vais d'abord vous dire, je suis chrétien.
je suis un fervent chrétien, donc c'est-à-dire ma base est la Bible. J'aurais bien voulu qu'un jour nous puissions faire une émission sur la Bible. Vous verrez que je suis peut-être contradictoire pour ceux qui prêchent la parole de Dieu d'une manière que je considère charnelle. Parce que la parole est d'abord inspirée. Inspirée d'abord, elle est spirituelle. Et elle a été écrite dans un langage humain, mais pour parler de Dieu, donc pour parler des choses spirituelles. Et si je veux synthétiser, je pense que je ne retrouve pas ces choses spirituelles dans ce que vous appelez église, parce que en général, il dit que dans les derniers temps, je viendrai prendre mon église. C'est laquelle? Celle où vous allez? Ou celle où pasteur Bobo prêche? Ou celle où je ne sais pas? Mais il viendra prendre. C'est l'église catholique, c'est les protestants. Nous allons nous battre pour rien, alors que c'est simple que vous êtes l'église, moi je suis l'église, parce qu'il a dit que celui qui respectera mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Et c'est là où la demeure de Dieu, c'est là qu'on peut appeler l'église. Mais il faut que cette demeure soit quand même conforme pour que ça doit appeler église. Et que le dernier jour, il vienne le prendre. Mon regard à moi, comme la plupart, je ne serai pas méchant, mais je pense qu'ils ont encore à faire. Parce qu'aujourd'hui, chacun essaie de prêcher plus pour sa poche. Je vais vous donner une petite anecdote. Vous savez, lorsque, par exemple, au Malachi, on dit « Apportez vos dîmes et offrandes dans la maison de l'Éternel afin qu'il y ait toujours à manger ». À manger, ça veut dire quoi? Charnellement, allons-y. C'est manger. Ok. Vous, par exemple, vous allez régulièrement, on sait que vous donnez votre dîme, on sait que vous êtes fervente, on sait que vous apportez toujours vos offrandes, vous êtes toujours présente pour des dons. Le moment où vous perdez le boulot, ok, parce que vous apportez, vous dites que c'est à la maison des trésors. Parce qu'on dit que la dîme doit être donnée à celui qui est plus grand que vous, comme notre père Abraham l'avait fait. Il a donné à qui? À Melchisédek. Donc, vous considérez que le pasteur est plus fort, est plus grand que vous. Donc, c'est vous. Vous l'avez considéré, ou lui vous considère inférieur, je ne sais pas. Et vous allez donner. Cet argent, on dit que ce que vous donnez, c'est dans la maison des trésors. Donc, ça ne peut pas être bouffé même par des mythes. Vous vous rendez compte que s'il y a la bombe aujourd'hui, l'argent que vous donnez, est-ce que cet argent sera toujours là? Non. Et si vous avez faim, vous n'avez plus de travail, vous allez chez le pasteur, il fait appel à maman. Ah, maman, maman Rita, oh, vraiment, c'est une grande fervente. En tout cas, donne-lui un peu, parce que tu viens du pasteur, moi, ça ne va pas, mes enfants. Dis, donne-lui $100. Il te donne la première fois. On dit, afin qu'il y ait toujours à manger. Tu reviens une deuxième fois. Dis, qu'est-ce qu'il y a, maman? Pasteur, moyen cacaté. Les enfants sont malades. Maman, donne-lui 50. La troisième fois, le pasteur te verra de loin. Maman, il peut exagérer. Alors, c'est que, soit c'est le pasteur qui met en doute la parole qu'on a dit que, afin qu'il y ait toujours à manger, soit alors c'est toi qui n'as pas compris parce que tu donnais là où il ne fallait pas donner. Et parce que même la dîme, ça ne se donne pas avec la main. Toi, tu vas la donner comment? Est-ce que tu as déjà lu toute la Bible? Vous voyez, c'est l'ensemble de tout ça que je dis aujourd'hui. Le Congolais a besoin de se chercher quelque chose qui lui mettra de pouvoir se faire confiance. Et c'est là qui fait qu'aujourd'hui, chacun profite de créer ce que vous appelez des églises. Parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup des églises à Kinshasa. Et l'église contribue aussi à l'épanouissement du peuple. Parce que si l'église n'aide pas le peuple à pouvoir avancer, pensez-vous que le combat que vous êtes en train de faire va être efficace pour pouvoir aider le peuple? Moi, je fais mon combat, ce n'est pas par rapport à ce que vous avez dit église, c'est par rapport à ma croyance en Dieu. C'est-à-dire qu'on peut aussi amener le peuple de Dieu à une croyance spirituelle. Parce qu'on dit que lorsque vous avez une croyance spirituelle, on dit lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, c'est-à-dire c'est toi. Ce n'est pas, Dieu ne descendra pas avec ses ailes comme ça pour pouvoir, non. C'est-à-dire que c'est une conviction que tu as dans la parole que tu as reçue pour pouvoir exécuter. Ce ne sont pas ces églises, parce que ces églises devraient faire quelque chose. Il y a beaucoup de failles qui se passent aujourd'hui et on voit que ces failles sont couvertes par les églises. Non, Nzambe akosala. Maman, Nzambe akosala, non. Lève-toi,
Prends ton lit. Ton lit, c'est quoi? C'est tout ce que tu as comme problème. Ton problème actuellement, c'est le problème de mon pays qui ne va pas bien. Je dois marcher, c'est-à-dire je dois agir. Ce sont les actions que nous sommes en train de mener en ce moment. Quel est votre vœu pour l'année 2017 pour le Congo? Je pense que ça devrait être une année où nous devons... Ça ne sera pas facile, hein, parce que le mal est ancré. Au moins, ça sera déjà une lueur d'espoir, de manière à ce que demain, nous puissions être unis et que nous puissions faire ce qu'on appelle des débats réels et que ceux qui ont des projets de société se mettent à débattre et de manière à ce que le peuple qui est le peuple, c'est celui qui est appelé à pouvoir se choisir qui il veut. Okay? En ce moment, si ce peuple arrive à bénéficier, à arrêter l'histoire des papas Nzale Silino, parce que le vrai papa, ce sont les institutions et le pays c'est la maman, les institutions c'est le papa. Lorsque les institutions sont là et que le peuple arrive à retrouver ses droits, savoir se défendre, savoir aussi bénéficier de ses droits, ça sera la plus grande joie. Je dirais merci Seigneur, merci de nous avoir aidés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous étiez bien avec Benacaps qui avait pour invité Jean-Louis Chibalanga. Merci bien, au revoir. Merci.